Vous écoutez Radio Air Libre, 87.7 sur la fréquence modulée dans la région de Bruxelles-Capitale. Vous pouvez également former le www.radioairlibre.be en profitant donc de l'Internet si vous habitez ailleurs. J'ai le grand bonheur de recevoir ce soir Michèle Rolland, dont la présence sera particulièrement appréciée ce soir parce qu'elle rentre tout à fait dans le cadre de l'émission Les Maudits. En effet, Michèle Rolland, qui est médecin de médecine générale, enseigne la médecine générale et la médecine sociale à l'Université de Bruxelles. Il est titulaire d'un doctorat en santé publique, mais c'est essentiellement ici, en tant que médecin généraliste, qu'il est présent, et il va nous tenter de nous expliquer dans quel cadre s'exerce son métier au quotidien. En effet, Michèle Rolland est cofondateur d'une maison médicale et il va nous expliquer un petit peu ce qu'est une maison médicale, quelle est la genèse du projet dans lequel il travaille avec son équipe depuis maintenant plusieurs dizaines d'années. Alors, première question que je vais poser à Michèle, c'est de nous dire, au fond, quand et dans quelles circonstances a émergé cette idée de fonder justement une maison médicale. Et ceci, il ne s'agit pas d'une expérience unique, en collaboration avec d'autres. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer peut-être l'évolution de ce projet depuis les années 70 et montrer dans quelle mesure l'hiver 80-81 a été un tournant, je dirais, ou un accélérateur dans la mise en place de ce projet? Merci beaucoup d'abord de me recevoir ce soir. Alors c'est vrai que j'ai quasiment 40 ans de métier et que donc je pourrais me placer dans une perspective un petit peu historique. L'idée de fonder une maison médicale, avec d'autres d'ailleurs, remonte à mes études. Cette notion de maison médicale n'étant d'ailleurs pas un concept belge, c'est un concept international, puisque l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, dans les années 60-70, a émis toute une série de recommandations sur la dispensation des soins de santé dans le monde, des recommandations de santé publique, et a insisté sur l'importance de ce qu'on appelle les soins primaires, les soins de première ligne. Donc les soins primaires, ce sont les soins qui sont dispensés près des populations pour répondre à leurs besoins élémentaires de santé. Que ces besoins soient d'ordre préventif, comme les vaccinations, les conseils d'alimentation, le suivi de la maman enceinte, le suivi du bébé, du petit enfant, ou que ces besoins soient curatifs, donc soigner les maladies quand elles apparaissent. Et ce n'est que dans un petit pourcentage de cas qu'il est nécessaire de référer le patient de cette première ligne de soins à une deuxième ligne de soins, c'est-à-dire un niveau plus spécialisé avec un certain outillage technique, des médicaments plus pointus, et dans des cas encore plus rares, à une troisième ligne, qui est une ligne de haute technologie, de grands hôpitaux académiques et universitaires, où on dispense des soins extrêmement pointus, comme de la neurochirurgie, de la chirurgie cardiaque, etc. En Belgique et dans de nombreux pays dits riches, la pyramide des soins qui repose sur sa base des soins primaires est en fait sur la pointe. L'importance est mise sur les grands hôpitaux, accessoirement sur la médecine spécialisée et la médecine générale, les soins infirmiers, les soins kinés de première ligne sont un petit peu les parents pauvres. Et l'OMS, se rendant compte de cette situation, a demandé de favoriser l'émergence des soins primaires. Ces soins primaires sont dispensés dans le monde entier dans des centres pluridisciplinaires, donc rassemblant diverses professions de santé, très très près des populations et fonctionnant avec les populations dans une optique de santé communautaire.
ce modèle n'existait pas en Belgique. Et finalement, c'est ça qui nous a amené à réfléchir et à mettre sur pied les premières maisons médicales dans les années 70. Donc au début, en 72, il y en avait une à Tournai. En 73, il y en a une seconde à Bruxelles, une troisième à Liège. Et dans les années 79, 80, 81, nous étions environ une dizaine. À ce moment-là, est survenue la deuxième grève des médecins. Donc la première grève des médecins, c'était en 64, contre les lois Le Burton. Elle a été menée par les syndicats médicaux du docteur Winen. Et ce syndicat médical a fait plier le gouvernement. Il y a eu l'opération Valise, les médecins sont partis à l'étranger et ont déserté leur pratique. En 80-81, les médecins de maison médicale ont au fond mené une action anti-grève dans la mesure où celle-ci était essentiellement motivée par des motifs financiers. Je veux dire d'une façon un petit peu crue, de permettre la pratique en noir et la non-déclaration des revenus. C'est sur cette base-là que des conflits assez rudes se sont manifestés et que nous avons assuré ce qu'on appelait la continuité des soins. Et donc, de là date d'ailleurs une certaine tension, une certaine agressivité de la part du corps médical majoritaire par rapport aux maisons médicales. Ça s'estompe un petit peu aujourd'hui, mais les cicatrices sont quand même encore assez profondes. Ça a été vraiment catalyseur et on a mis sur pied, après la grève que nous avons entre guillemets gagné, si on peut dire, puisqu'elle s'est arrêtée faute de combattants du côté des chambres syndicales et de la médecine libérale, la Fédération des maisons médicales, qui regroupait donc une dizaine de maisons médicales. Aujourd'hui, il y en a une bonne centaine, on dépasse même largement la centaine si on voit nos camarades flamands. Et donc c'est un mouvement en expansion continue. Ça, c'est un petit peu l'histoire. Sur le plan des valeurs, sur le plan idéologique, il y avait... Ça, on va y revenir peut-être dans un instant. Je voudrais peut-être que tu apportes une petite précision. À plusieurs reprises, tu as évoqué la notion de soins primaires et de médecine de première ligne. Avant d'aller plus loin, bien entendu, ce sera l'objet de notre entretien, cette notion clé de médecine de première ligne. Est-ce que tu pourrais dire de quoi il s'agit? Oui. Parce que tu as parlé de médecine de deuxième ligne et puis de troisième au niveau de la haute technologie. Est-ce que tu pourrais nous dire brièvement, et on reprendra ça plus tard? La médecine de première ligne, c'est le lieu dans lequel les patients vont déposer d'abord leurs plaintes qui ont à voir avec la santé, donc que ce soit préventif ou curatif. Ça dépend évidemment de l'organisation du pays où ils vivent. Dans certains pays d'Afrique où il y a vraiment une pénurie de travailleurs de santé, le travailleur de soins de première ligne sera une infirmière, au mieux, éventuellement un infirmier formé sur le tas, qui a des compétences certaines, mais qui ferait une espèce de tri pour ne référer que peut-être un patient sur 100 vers le médecin dans la ville d'à côté. Dans notre pays, classiquement, la première ligne, c'est le médecin généraliste entouré d'une équipe pluridisciplinaire de médecins, de kinés et d'infirmières. Merci beaucoup. Alors, tu allais aborder un deuxième aspect, après avoir fait cette historique rapide des maisons médicales. Tu allais aborder justement le projet de type, je dirais, entre guillemets, ou même sans guillemets, de type idéologique, qui sous-tend justement ces maisons médicales. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu? Oui, c'est-à-dire que, de nouveau, si je me réfère quelques années précédemment à l'OMS, on a décrit ce qu'on appelle des critères de qualité pour les soins première ligne, pour les soins primaires. Bon, essentiellement, il y en a toute une série, mais essentiellement, on peut en distinguer 4 qu'on appellerait l'intégration, la globalité, la continuité et l'accessibilité. Alors, prenons l'accessibilité. L'accessibilité des soins de première ligne, ça veut dire qu'il y a peu de barrières à l'accès des patients aux soins primaires. Que cette barrière soit géographique, donc il faut que le centre soit tout près du lieu où réside le malade, que l'accessibilité soit financière, donc il n'y ait pas de barrière d'argent, que l'accessibilité soit culturelle, donc il y ait une proximité, une compréhension du patient par le médecin, que chacun ne soit pas dans sa culture ne comprenant pas l'autre, l'accessibilité. La globalité, c'est prendre en compte non seulement les facteurs physiques, donc la maladie,
physique en tant que tel, mais tenir compte aussi du milieu social, de l'environnement social, du milieu professionnel, familial, d'éventuels problèmes psychologiques, et d'intégrer le tout dans ce qu'on appelle la globalité. Le troisième critère, c'est l'intégration. Ça veut dire essayer de dispenser dans la même pratique, non dans les mêmes locaux, des soins curatifs, préventifs, d'éducation à la santé, de promotion de la santé et de réhabilitation. On sait très très bien que les gens au niveau primaire aiment bien consulter, être soignés près de chez eux, par des gens qui connaissent bien, à la limite qui vont croiser dans la rue, ou ils vont acheter le pain dans la même boulangerie. Il y a toute cette notion de proximité, de communauté dont les soignants font partie. Les soignants font partie du réseau social, de la résilience de la société. Donc il faut être tout près. Ce qui est moins important pour un hôpital, pour un chirurgien qui intervient à des moments ponctuels de la vie des gens. Le quatrième critère de qualité, c'est la continuité des soins, c'est-à-dire assurer une permanence, une cohérence dans une prise en charge, et que les différents soignants qui sont amenés à intervenir auprès d'un patient malade le fassent dans le cadre d'un projet. Par exemple, le patient reste à la maison, le patient refuse ses soins, le patient désire aller plus loin, le patient désire une visite plutôt le matin que le soir parce qu'il est fatigué, et qu'il n'y ait pas de rupture de continuité. Le projet étant bien sûr construit avec le patient dans le respect à la fois de ses désirs et des possibilités de l'équipe soignante. Donc il y a là aussi une question de solidarité. Pour mettre en application, si je peux dire, ces critères de qualité, continuité, accessibilité, intégration, globalité, un type de structure y répond probablement mieux que les autres, c'est l'équipe pluridisciplinaire de quartier autogérée. Et c'est pour ça que nous avons imaginé un modèle de centre de soins primaires qui pouvait s'intégrer dans le tissu social belge. Très bien. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire, au fond, comment ça s'est concrétisé d'abord par une maison médicale à Forêt, et ensuite comment s'est effectué un essaimage à Saint-Gilles, et comment tout cela s'est mis en place. Donc on est parti du général en partant de la chronologie, et maintenant je voudrais resserrer un petit peu le schéma de cet entretien en allant vers ce que tu connais particulièrement bien, parce que c'est ta pratique au quotidien, sur le plan local, d'abord à Forêt et ensuite à Saint-Gilles. Ben, cette évolution, finalement, a suivi exactement le cadre de l'évolution générale qu'on peut constater pratiquement chaque fois qu'une maison médicale se crée dans un quartier. C'est que extrêmement rapidement, elle appelle un certain nombre de patients, il y a un taux de croissance assez élevé et la saturation survient assez vite. Je pourrais peut-être en parler tantôt, je ne sais pas si on aura le temps, mais on a un système de fonctionnement qui nous permet de connaître exactement le nombre de patients pris en charge. Bon, et c'est clair que quand on dépasse un certain nombre de patients, la qualité des soins s'en ressent. À ce moment-là, comme la demande continue, on est amené à faire une antenne, à essaimer, à créer une petite maison médicale fille qui elle-même prendra de l'ampleur et peut-être essaimera à son tour. Donc la maison médicale de Forêt, qui est celle qui a été créée en 1977. Près de la place Saint-Denis. Près de la place Saint-Denis, exactement, est actuellement à la base de 7 autres maisons médicales. Qui se trouvent où? Alors, une à Saint-Gilles, une à Ixelles, une à Drogenbos, une dans le bas de Forêt. Donc, il y a toute une série de maisons médicales, mais qui, structurellement, sont devenues indépendantes, mais se sont rattachées initialement à la maison médicale de Forêt. Bon, ma maison médicale à moi, donc à Saint-Gilles, a essaimé vers une autre petite maison médicale à Ixelles, qui est occupée aussi maintenant à croître et qui probablement dans quelques années devra se dédoubler et fonder une extension, une antenne. Alors, en ce qui concerne l'organisation interne, je dirais, au sein des maisons médicales, est-ce que tu pourrais nous dire en quoi les maisons médicales dont tu es en train de nous parler pour l'instant se distinguent des maisons médicales du type médecine pour le peuple qui sont liées au PTB? Oui, donc effectivement, il y a la Fédération des maisons médicales
à laquelle ma maison médicale appartient et à laquelle elle collabore d'ailleurs assez étroitement, et puis à toute une série de maisons médicales, Médecine pour le Peuple, rattachées au PTB. En fait, notre façon de travailler est extrêmement proche. On se connaît bien, on a des projets même en commun au niveau, par exemple, de l'éducation à la santé, au niveau de l'informatisation, donc on est extrêmement proche. La différence est essentiellement dans le mode de gestion et le mode d'administration, puisque nous fonctionnons à la Fédération des maisons médicales selon le mode autogestionnaire, c'est-à-dire que les décideurs sont les travailleurs, alors que les maisons médicales PTB sont des émanations du Parti des travailleurs de Belgique, et donc on va retrouver dans leur conseil d'administration des membres du parti, des membres extérieurs à la maison médicale. Alors, il y a une centaine de maisons médicales. Oui. Alors, c'est en Belgique ou en communauté française? Il y en a beaucoup plus, donc je dirais que ça doit faire 110, 120 en tout. Il y en a beaucoup plus, il y a aussi des raisons historiques, en région francophone qu'en région néerlandophone. Et ça s'explique comment, justement? Mais ça s'explique par le fait que on a toujours travaillé assez étroitement avec nos camarades flamands. C'est-à-dire que, par exemple, pour la grève, donc cette anti-grève des médecins en 80-81, on était alliés, on était vraiment du même combat. Mais eux sont plus à la recherche de solutions structurelles légales. Donc, voulant faire reconnaître comme structure publique des maisons médicales, donc qui seraient peut-être dépendants des mutuelles ou dépendants de l'État. On a eu beaucoup de difficultés, sinon d'impossibilités, à faire admettre ce genre de modèle. Et donc les francophones se sont dit qu'on allait mettre sur pied quelque chose, qu'on allait faire reconnaître dans un second temps. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé. Ça n'a pas été par le fédéral, mais par le régional. Donc la région wallonne et la région bruxelloise subsidient les maisons médicales francophones pour certaines missions bien spécifiques. Donc pas des missions de soins, mais des missions par exemple d'observatoire de la santé ou des missions de santé communautaire. Idem pour le système de financement. Nous avons testé un système de financement pilote dans le cadre d'une recherche-action, je pourrais peut-être en parler tantôt, le forfait. Nos camarades flamands auraient voulu d'emblée que ce système soit inscrit dans la loi de l'INAMI. Et donc il y a des stratégies politiques différentes, mais finalement, au bout du compte, qui redeviennent convergentes dans la mesure où l'un va avancer plus vite sur le terrain expérimental et l'autre va avancer plus vite sur le terrain de la loi et de la législation officielle. Donc ce sont vraiment des stratégies différentes, mais dans un même cadre idéologique. Il n'y a pas du tout d'opposition entre la fédération francophone. En termes de financement, le financement est essentiellement fédéral, donc est exactement le même aujourd'hui pour les maisons médicales néerlandophones et les maisons médicales francophones. Entendu. Alors, je suppose, mais en fait, je ne suis pas plus informé que cela, ces maisons médicales, on les trouve essentiellement en milieu urbain plutôt qu'en milieu rural, je suppose, mais je me trompe peut-être, et plutôt dans les grandes villes que dans les petites villes, ou bien mes hypothèses sont caduques? Non, l'hypothèse, en tout cas le constat est exact, et c'est très probablement, non pas très probablement, c'est très certainement même un choix des fondateurs de différentes maisons médicales de s'installer dans des quartiers défavorisés. Voilà. Mais le modèle soins primaires, qu'on pourrait appeler poste de soins primaires, centre de santé de base, centre sanitaire de quartier, donc ce sont tous des mots qui existent, centre local de santé communautaire au Canada, en Tunisie, enfin, ça existe un peu partout, est un modèle qui est adapté à toutes les populations. Simplement, le modèle va se décliner de façon différente dans un milieu rural favorisé et dans un milieu urbain défavorisé. Disons que par choix, nous avons choisi de nous installer plutôt dans des quartiers défavorisés, de prendre plutôt en charge des patients de la grande précarité. Mais c'est un choix qui fait que on assimile un petit peu la médecine dispensée en maison médicale à une médecine de pauvres, à une médecine d'ailleurs parfois aussi de pauvre qualité, une médecine de pauvres médecins pour des pauvres malades et de pauvre qualité. Je pense que c'était la réalité du choix des populations et qu'on préférait au départ, devant le manque d'accessibilité, choisir ces quartiers-là. Mais actuellement, il y a des maisons médicales à Arlon, à Bouillon, à Barvaux, à Namur, à Linkebé, donc dans des quartiers ruraux tout à fait favorisés. Et le modèle s'y implante de la même façon que dans les quartiers défavorisés. Je pense que ça répond à une certaine façon de dispenser des soins primaires de qualité.
Alors, si j'ai bien compris, vous avez au sein de la maison médicale dans laquelle tu travailles une charte politique, mais je suppose qu'il y a l'équivalent dans d'autres maisons médicales, qui suppose un mode de fonctionnement autogestionnaire, donc assez original. Et tu pourrais nous expliquer, au fond, il y a tout ce que vous gagnez est mis dans un pot commun, et comment vous vous administrez au quotidien, puisque j'ai cru comprendre que vous étiez salarié et que les honoraires que vous percevez directement ou éventuellement dans des activités annexes, tout cela est mis ensemble et dans un pot commun, si je puis dire, et pour à la fois gérer non seulement les salaires, mais tout le reste, la politique qui est mise en œuvre dans le cadre de cette maison médicale. Pourrais-tu être un peu plus précis à ce sujet ? Je pense que je dois remonter un tout petit peu en amont et expliquer le mode de financement global de la maison médicale. Donc, toujours dans cette réflexion sur la meilleure façon de dispenser des soins primaires en maison médicale, on s'est rendu compte qu'il y avait essentiellement deux freins à cette qualité des soins. D'une part, l'éducation des soignants, donc le type de cours qu'on nous dispense à l'université et qu'on dispense aux médecins d'un côté et aux paramédicaux de l'autre. Rien que ce mot paramédical montre bien qu'il y a une notion hiérarchique entre le médecin et ses subalternes, alors que je pense que chacun a une fonction de soin bien spécifique et tout à fait complémentaire des autres. Un médecin sans infirmière n'est rien, et une infirmière sans médecin n'est rien du tout non plus. Donc, cette éducation médicale qui perpétuait un certain modèle de pratique, c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup d'entre nous se sont investis dans les universités pour essayer d'un petit peu changer la façon d'enseigner les futurs médecins, les futures infirmières, les futurs kinés. Puis d'autre part, le second frein, c'était le mode de financement. Donc le mode de financement est un mode de financement classique ici en Belgique, comme dans beaucoup d'autres pays, qu'on pourrait appeler de type libéral, c'est-à-dire à l'acte curatif. Le patient voit son médecin, son infirmière, son kiné, le soignant dispense un soin, à la fin de la prestation, il remet une attestation de soin, un acte, un soin égale une attestation, et le patient va retoucher une certaine partie en payant sa poche un ticket modérateur. Donc c'est à l'acte et c'est curatif, donc les activités préventives ne sont pas prises en compte. C'est clair que ça va tout à fait contre la continuité des soins, donc qui est prendre en charge sur le long cours, et l'intégration, qui est d'intégrer le curatif avec le préventif et la promotion de la santé. Donc on s'est dit, il faut imaginer un autre système de financement, et ce système s'appelle donc le forfait. Le forfait, ça consiste à payer, donc chaque mutuelle, c'était une négociation d'ailleurs qui a pris quelques mois, même je pense 2-3 ans, si je m'en souviens bien, avec l'INAMI dans les années 84-85, donc pour faire accepter un autre mode de financement où on financerait plutôt une finalité plutôt que des actes curatifs. Et donc les patients nous choisissent comme soignants de référence. Ils ont donc un dossier qui est, d'ailleurs ce principe a été concrétisé par ce qu'on appelle maintenant le dossier médical global. Donc ils nous choisissent comme soignants, nous les choisissons aussi comme soignés, donc il y a un contrat. Il y a une troisième partie qui est la mutuelle. Donc c'est un contrat tripartite. À partir du moment où chacun respecte ses droits et ses devoirs, la maison médicale reçoit de la part de la mutuelle une somme fixe, mensuelle, qui couvre tous les soins, médecins, kinés et infirmières. Avec ce budget, en fonction des pathologies que nous sommes amenés à rencontrer, plutôt physiques, plutôt sociales, plutôt mentales, plutôt respiratoires, plutôt locomotrices, on choisit une équipe. Une équipe peut être composée de 2 médecins, 3 kinés, 5 infirmières, ou de 5 médecins, 2 kinés, 3 infirmières, en fonction de la pathologie de la communauté dans laquelle s'exercent les soins. Et donc, tout cet argent rentre dans un pool, dans un paquet commun, de même d'ailleurs dans ma maison médicale, que ce que nous sommes à gagner en dehors de la maison médicale. Par exemple, des conférences qu'on est amené à donner, des activités d'enseignants, des activités par exemple de recherche que moi je pourrais mener au sein de la Fédération des maisons médicales. Tout ça constitue un pool et en équipe autogérée, c'est-à-dire que chaque décideur
tout travailleur est un décideur, avec une voix équivalente aux autres, un travailleur égale une voix. On décide d'un budget où on affecte une part au salaire et une part au bâtiment, au projet communautaire, à engager éventuellement une diététicienne, à collaborer avec une école, à collaborer à un projet de santé. Et donc, c'est comme ça. Engager alors du personnel Oui. administratif, Oui. par exemple. Oui, tout à fait. Voilà. Et Donc, ce budget nous permet d'avoir des accueillants, donc qui sont bien plus que des secrétaires, donc ce sont aussi secrétaires, mais ils sont aussi chargés de recevoir la première plainte. Pour le personnel d'entretien, par exemple. C'est la même chose. Donc ça, disons que c'est un petit peu... C'est à partir de ce pool que l'on va tout à fait. dire, voilà, on a telle somme, et on va engager une personne qui fera 1 ou 2 fois par semaine voilà, c'est bien comme ça que ça fonctionne. L'entretien de la maison, des locaux, etc. Oui, c'est bien comme ça que ça fonctionne. Oui. Voilà. Tu m'as expliqué tout à l'heure que vous receviez donc un subside de la COCOF. Oui. Donc la Commission communautaire française de la région de Bruxelles-Capitale, pour être précis. C'est juste, oui, c'est bien ça, oui. Et que vous fonctionnez, aux yeux de la COCOF, aussi en tant qu'observatoire de santé. Oui. Est-ce que tu pourrais nous expliquer le lien qu'il y a avec l'institution, entre vous et l'institution, parce que vous fonctionnez de manière autogérée, donc ça renvoie plutôt à un modèle de type anarchisant, et puis d'autre part, vous avez un lien avec des pouvoirs constitués, donc l'État. Donc comment ça fonctionne tout ça? La première relation constituée avec les pouvoirs publics, c'est évidemment celle qu'on a avec l'INAMI, donc avec l'ensemble des mutuelles. Donc nous ne fonctionnons pas sur le bénévolat, on est salarié, donc on gagne notre vie à partir de notre travail. L'INAMI dépend du fédéral? L'INAMI est fédéral, donc c'est au fond au niveau des soins de santé. D'habitude, on a les cabinets et les ministères. En ce qui concerne la santé, il y a 3 parties. Le cabinet, le ministre, le ministère, donc ce qu'on appelle maintenant le SPF, le service public fédéral. C'est l'administration. C'est l'administration. Oui. Et alors une troisième structure qui est l'INAMI, l'Institut national d'assurance maladie et invalidité, qui gère au fond l'argent de la santé, que ce soit les pensions, les allocations familiales, mais aussi donc tout ce qui est soins de santé, remboursement de la journée d'hospitalisation, les médicaments et les honoraires des soignants. Donc nous remplissons, à notre avis, et c'est d'ailleurs une de nos fondements politiques, une mission de service public. Nous estimons que nous remplissons une mission tout en n'étant pas service public. Nous réalisons des missions de service public que nous voulons justement accessibles à tous. Par ailleurs, nous effectuons des prestations qui ne sont pas prises en compte par l'INAMI, puisque notre forfait est calculé sur la base des actes curatifs des autres médecins. Ce que nous faisons en plus, si je peux dire, c'est d'une part un accueil, donc qui sont plus qu'un secrétariat, d'autre part la mise sur pied d'actions de santé communautaire, et d'autre part des actions de recueil de données que je pourrais appeler épidémiologiques, c'est-à-dire de voir un petit peu ce qui se passe comme problème de santé dans notre environnement. Pour ça, nous sommes subsidiés par la COCOF, et donc de façon, par exemple, anonyme, nous leur fournissons à la demande des états de la situation sanitaire de l'entité géographique sur laquelle nous travaillons. Donc ça, c'est une ressource qui s'ajoute à ce qui est mis dans le pôle avec vos honoraires, entre guillemets. Oui, mais qui nécessite bien sûr un travail de recueil de données, de traitement des données, d'anonymisation des fichiers, de transmission à la COCOF. Ça sert notamment aussi à des dialogues qu'on a avec l'Observatoire de santé, social santé d'ailleurs, de la région Bruxelles-Capitale, mais qui lui est COCOM. Donc ça c'est un peu la complexité institutionnelle de la... Mais on s'entend très très bien avec l'Observatoire. Ça, c'est la commission communautaire commune. Voilà, c'est bien ça. À la fois pour les néerlandophones et les francophones. Exactement, oui, tout à fait. Enfin, ça existe jusqu'au moment où on modifiera les institutions, parce que si on suit de près l'actualité politique, on ne sait pas où on va. Moi, je fais un cours d'histoire des institutions belges. Je me dis mais il est question justement. D'ici 1 an ou 2, mon cours sera sans doute tout à fait dépassé de ce qu'il est pour l'instant. Hein. Oui. Mais il est question dans le peu qu'on peut déduire, je vais dire, de toutes les négociations actuelles, que les soins primaires
peut-être pas en totalité, mais en tout cas en grosse partie, redescendrait vers l'échelon régional. Hein, et quelque part, moi, je me place totalement en dehors des conflits communautaires, puisqu'on soigne aussi bien des francophones que des néerlandophones que n'importe qui d'ailleurs. Ça a un sens. Hein, ça a un sens que les soins primaires soient prêts, hein, soient régionalisés, parce qu'il y a des particularités régionales. C'est le bon sens. Ben, c'est le bon sens, voilà, exactement. Oui. C'est le bon sens. Tu as peut-être été un petit peu rapide, peut-être pour les auditeurs, quand tu as parlé des 4 critères, là, accessibilité, globalité, intégration et continuité des soins. On a bien compris pour l'accessibilité, oui, c'est bien ça. Voilà, oui. Pour la globalité, je crois qu'on a bien compris que l'on prend l'individu dans ses différentes composantes. Alors pour l'intégration, ce serait peut-être bien de donner quelques exemples. Enfin, si j'ai bien compris, ça rentrerait dans cette rubrique-là. C'est qu'au fond, il y a une série d'activités qui sont mises en place pour les patients, pour qu'ils prennent un peu leur vie en charge aussi, si j'ai bien compris. Oui. Est-ce que tu pourras un peu illustrer cet aspect des choses? Oui. Parce que je crois que sur cet aspect-là, tu étais un peu vite, et je crains que les auditeurs... ça leur soit passé comme une fusée. D'accord. Voilà. Donc là, je pense qu'il faut distinguer 2 choses. Donc, prendre sa vie en charge. Donc, oui, entendons-nous. Ce qu'on pourrait appeler l'autonomisation, enfin, l'empowerment, pour parler un peu à l'anglaise. Oui. Bon, mais ça, c'est plutôt à voir avec ce qu'on appelle la santé communautaire. Oui. Hein, c'est-à-dire que la population devient acteur des choix de gestion de sa propre santé. Hein, est-ce que, par exemple, pour la prise en charge des patients diabétiques, c'est clair qu'il faut prescrire les bons médicaments, qu'il y a tout un suivi des pieds, des yeux, du cœur, etc. Mais qu'en dehors de ça, le médecin sait très bien expliquer ce qu'il est bon de manger et ce qui n'est pas bon de manger pour un diabétique, mais les patients, c'est avec les médecins comment on arrive à manger mieux sans aller contre des traditions familiales, des traditions culturelles. Nous avons beaucoup de patients d'origine maghrébine. Comment fait un diabétique pendant le ramadan? Est-ce qu'il doit adapter ses doses? Bon, et ça, les patients nous aident. Par exemple, on fait des ateliers cuisine. On va faire le marché sur le parvis avec eux pour voir qu'on peut acheter, pour passer en fin de marché, des fruits frais, des légumes frais, plutôt que des... Tout ça, on fait. Donc, il y a toutes des actions de santé communautaire, des promenades en quartier aussi, même avec des patients assez obèses, assez gros, qui n'auraient jamais cru qu'ils pouvaient faire 300 mètres et 3 tours de bloc. Ils sont très très fiers, donc ils font ça entre eux. Il y a des cours de natation collectif, il y a des balades à vélo, il y a des découvertes de Bruxelles aussi à pied, donc il y a toute une série d'activités. Mais à t'entendre, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu c'est presque de l'apostolat, et que vous êtes un petit peu comme des frères mendiants au XIIIe, au XIVe siècle, quand vous baladez sur les... Enfin, balader, non, c'est pas balader, c'est vraiment dans un cadre éducatif, sur les marchés, etc., j'ai l'impression que votre vie entre votre vie et votre profession, je dirais, tout ça a l'air de coller tellement, et qu'au fond, c'est presque une philosophie de vie que votre métier, je dirais. Enfin, je pousse peut-être un petit peu les choses. Hein. Est-ce que ça se retrouve encore chez les plus jeunes médecins, ou avec le même enthousiasme que chez les aînés, pour ne pas dire les plus vieux? Voilà. Je dis ça vraiment sans aucun jugement, parce que modeste, effectivement, moi j'ai 40 ans de pratique, et c'est clair que les motivations ou les inclinaisons qui amènent les jeunes à choisir la médecine générale en maison médicale ne sont pas tout à fait différentes, mais elles ne sont pas exactement les mêmes que les nôtres, et c'est clair qu'ils mettent beaucoup plus leurs limites que nous le faisions, par exemple au niveau des horaires de travail. Ne fût-ce que pour protéger peut-être leur vie de famille. Exactement, parce que les enfants, ils se disent à telle heure, exactement, je pense qu'on on a beaucoup sacrifié au boulot et à l'engagement politique, et oui, je pense qu'on a beaucoup sacrifié, que certains d'entre nous s'en mordent encore les doigts. C'est vrai que ça a été des choix parfois extrêmement durs, extrêmement douloureux, au niveau financier aussi. Maintenant, les jeunes gardent certainement une volonté de continuer à travailler, mais avec des limites.
Donc, ils répondent par exemple moins vite aux demandes de visite, parfois non justifiées, par confort. Ils expliquent que si tout le monde demande des visites, on va être saturé très très vite, qu'on pourra se prendre moins de gens en charge. Bon, ils demandent que les gens passent plutôt à 5-6 heures plutôt qu'à 7, 8, 9 heures. Nous, on terminait nos consultations parfois à 10 heures, 11 heures, minuit. On faisait en même temps des interruptions de grossesse. Maintenant, tout ça est légalisé. Il y a eu tous ces combats pour l'avortement, pour l'euthanasie, des tas de choses qu'on voit avec la bioéthique. Je sais pas Vous travaillez combien d'heures par semaine? En moyenne, je ne vais pas prendre de cas particuliers, mais c'est-à-dire un médecin, pas un quidam, parce qu'il n'y a pas de quidam dans les maisons médicales, mais je veux dire un médecin qui travaille comme ça chez vous, il travaille combien d'heures par semaine? C'est-à-dire que le plein temps curatif, on a très de façon volontariste ramené à 38-40 heures par semaine. Oui, mais quand on voit tout ce que vous faites. Alors c'est vrai que si on voit... je ne me limite pas aux soins au sens étroit du terme. Bon, ça doit bien faire une 60aine d'heures par semaine au bas mot quand on voit les réunions du soir. Mais bon, quand on va faire une consultation pour Médecins du Monde, qu'on va surveiller une grève de la faim, que le dimanche matin on va au centre fermé 127 Et vous parvenez encore à avoir suffisamment de vocation, parce que c'est de vraie vocation dans ce cas-là, c'est pas un métier. Je pense qu'on doit faire très attention et qu'effectivement le modèle risquerait d'être mis en péril si on demande trop d'investissement personnel. Donc actuellement, il y a vraiment un mouvement, je ne vais pas dire de repli, mais de prise en compte d'une certaine réalité, de besoin d'une certaine vie personnelle, peut-être un petit peu plus confortable, avec des horaires de travail normaux, tout simplement normaux, une vie de famille possible. Parce qu'on en parle régulièrement à la télévision, on parle des médecins généralistes, apparemment on est en pénurie, ou on va vers une pénurie, en particulier dans les milieux ruraux, parce que bon, les médecins veulent travailler telle heure à telle heure, c'est tout à fait des normal. Raisons qui sont légitimes tout apparemment. Et on ne parvient plus à trouver suffisamment de médecins prêts à se réveiller peut-être à 3 heures du matin s'il y a une urgence. Je pense vraiment que ce modèle est en voie de terminaison. On va vers des postes médicaux de garde où les médecins vont se relayer avec des tranches horaires. Quand ils ont fini, ils ont fini. Donc on n'aura plus de ces longs week-ends tournés de garde du vendredi soir au lundi matin, jour et nuit, où on peut être réveillé à n'importe. Bon, ça, je pense que c'est un modèle qui a vécu. Voilà, c'est une question de génération. Je pense que... Nous allons aborder un sujet qui me semble fondamental et qui passionne d'ailleurs Michel Rolland, qui est l'invité de ce soir, à savoir la liaison entre la médecine et la société. Et je vais l'interroger sur l'évolution des pathologies depuis 30 ou 40 ans, depuis qu'il pratique son métier. Tout à l'heure, lorsque nous préparions l'émission, tu m'as dit qu'il n'y a pas de médecine à deux vitesses, c'était l'expression que moi-même j'utilisais, et tu m'as dit qu'il y avait plutôt un continuum, il y avait des paliers successifs auxquels les médecins devaient faire face. J'aimerais bien que tu nous donnes quelques exemples concrets pour illustrer ton propos. Est-ce que tu pourrais justement nous donner des exemples à ce sujet-là, quitte à théoriser dans un second temps? Oui, c'est effectivement un sujet fondamental et qui étonne toujours, dans un premier temps, ceux qui n'en ont jamais entendu parler. Et je parle par exemple des étudiants en médecine qui souvent terminent leur 7 années en ignorant complètement certaines réalités sociales de santé. Donc, effectivement, on parle souvent de médecine à deux vitesses, donc de médecine de riches et de médecine de pauvres, de médecine pour les riches par des riches et de médecine de pauvres par des pauvres. Mais en fait, effectivement, ce n'est pas blanc ou noir en haut de la colline ou en bas de la colline, c'est vraiment un continuum. C'est-à-dire que la société est comme ça constituée d'une myriade de petits paliers, je dirais socio-économiques,
mais le terme ne recouvre pas que des réalités financières. Le terme, par exemple, pauvreté ou richesse recouvre bien sûr aussi la notion d'argent, la notion de finance, parce que quand on n'a pas de quoi manger, pas de quoi s'habiller, pas de quoi s'acheter des médicaments, pas de quoi payer son médecin, ben c'est clair qu'a priori la santé sera moins bonne. Mais disons que la richesse est aussi une richesse intellectuelle, une richesse d'échange, une richesse sociale, une richesse d'insertion dans un milieu, une richesse d'échanges familiaux, de pouvoir s'occuper de ses enfants. Donc ça touche à plein de dimensions et qui font que les gens se répartissent comme ça vraiment le long d'une ligne. Et ce qui est extraordinaire, c'est que l'état de santé, et de nouveau il y a énormément de moyens de mesurer l'état de santé et des individus en particulier et des populations en général, donc il y a d'énormes différences tout le long de cette ligne. Quels que soient les indicateurs, à la fois de santé, à la fois de pauvreté ou de richesse, donc des indicateurs économiques. Un exemple, bien sûr les revenus, mais aussi par exemple le niveau d'études, le statut de locataire ou de propriétaire, le fait de vivre dans tel ou tel quartier, le fait d'avoir des parents qui avaient tel ou tel métier, le fait d'avoir soi-même tel ou tel métier, en fait, des tas d'indicateurs plutôt sociaux. Et les indicateurs de santé, on pense bien sûr à l'espérance de vie, où entre les classes sociales les plus défavorisées et les classes sociales les plus favorisées, on a à la naissance de 3 à 5 ans de différence qu'on appelle d'espérance de vie, 3 à 5 ans homme ou femme. Mais si on prend un autre indicateur comme l'espérance de vie en bonne santé, eh bien là, la différence va entre 18 et 25 ans. C'est-à-dire que quelqu'un de défavorisé a 18 à 25 ans, selon qu'il est homme ou femme, d'années de vie en bonne santé de moins que celui qui est dans les classes sociales favorisées. La consommation de psychotropes, par exemple, les gens défavorisés consomment beaucoup plus d'antidépresseurs, de médicaments qu'on donne dans certains états, disons, de folie, des états psychotiques. Bon, il est évident que les pauvres ne sont pas nécessairement et intrinsèquement 3 ou 5 fois plus déprimés ou 3 ou 5 fois plus fous que les gens favorisés. Les poids à la naissance, les enfants des classes sociales défavorisées sont plus petits, sont de plus petits poids. C'est par exemple notamment lié au fait que, alors que ça coûte cher, le taux de tabagisme est plus élevé dans les classes sociales défavorisées. Et donc tous les indicateurs, qu'ils soient sociaux, qu'ils soient sanitaires, se rejoignent le long d'un continuum social. C'est pour ça que la modification des problèmes de santé qui se présentent à un médecin pendant une quarantaine d'années, ce qui est à peu près la durée de ma pratique, c'est très très légèrement sensible. On voit bien certaines pathologies qui émergent et d'autres qui disparaissent. Mais ce qu'il y a, c'est que quel que soit le temps, quel que soit le lieu, quelle que soit l'histoire, quelle que ce soit l'insertion sociale, ce sont toujours les mêmes, en l'occurrence les gens défavorisés, qui vivent moins longtemps, qui vivent plus mal, qui sont plus malades, plus longtemps malades. Et l'expression de la santé de ces différences sociales se marque selon le moment. Au Moyen-Âge, c'était la peste et le choléra. À la fin du XIXe siècle, c'était essentiellement la tuberculose et la syphilis. Et puis, il y a eu ce qu'on a appelé les maladies de civilisation, les maladies cardiovasculaires, les diabètes, on sait ce qui nous touche aujourd'hui. Mais par exemple, on voit l'obésité. L'obésité était plutôt le témoin d'une certaine pauvreté il y a 1 ou 2 siècles, parce que les gens ne mangeaient pas assez et qui travaillaient physiquement très très dur. Aujourd'hui, l'obésité, qui est un facteur de risque majeur pour le diabète, pour les accidents cardiovasculaires, touche plutôt les populations défavorisées. Parce que, justement, les actions d'éducation à la santé touchent plus les gens qui sont potentiellement le plus réceptifs. Donc, quand on fait une campagne tout public, par exemple d'affichage en conseillant des mesures alimentaires pour manger moins gras, plus de légumes, eh bien, on augmente les inégalités de santé. En fait, le système de soins augmente les inégalités de santé. Donc, on va peut-être, je m'explique parce que c'est un peu paradoxal ça, on va augmenter l'espérance de vie de tout le monde, mais l'espérance de vie des riches
qui était déjà plus grande que l'espérance de vie des pauvres, va fortement. encore augmenter plus. Et donc, au plus nous intervenons en tant que professionnels de santé pour soigner des maladies, au plus nous augmentons les inégalités. Ce qui tend à prouver que améliorer l'état de santé, peut-être pas d'une personne en particulier, parce que quand on est malade, on a besoin de bons soins, de bons médicaments, mais l'état de santé d'une population dans son entièreté, ce sont des mesures de santé publique et pas des mesures de santé individuelle, et on pourrait même aller plus loin en disant que ce sont des mesures de politique sociale équitable et égalitaire, plutôt que des politiques sanitaires qui vont plus rembourser des médicaments, plus rembourser des examens, installer plus de scanners, plus de résonance magnétique, qui vont effectivement aider certains individus en particulier, mais qui, in fine, vont encore augmenter les inégalités sociales de santé. C'est un paradoxe dans lequel on se trouve assez inconfortable en tant que soignant, parce que nous, on est confrontés justement aux personnes, individus qui viennent en souffrance, qui viennent demander des soins. Et je suis sûr qu'il faut répondre à ces demandes ponctuelles. Mais il faut savoir qu'en faisant ça, eh bien, le plus souvent, l'impact au niveau de la santé publique, au niveau de la population en général, est soit très faible, soit nul, soit au contraire augmente les inégalités. Donc c'est vraiment, je pense, toute une réflexion que surtout dans les pays riches, parce que dans les pays pauvres en Afrique c'est évident qu'il faut des médicaments, qu'il faut des travailleurs de santé, ça c'est sûr, parce qu'il y a une pénurie incroyable. Mais dans nos pays plus riches, je pense qu'on devrait réfléchir à la meilleure façon d'investir les deniers publics, soit dans des politiques sociales progressistes, soit dans des soins de santé de qualité de haute technologie. Et les soins de santé primaires se placent autant dans le domaine social que dans le domaine de la santé. Les soins de santé secondaires et tertiaires, donc les grands hôpitaux, la grande technologie, se placent clairement et uniquement du côté de la santé. Donc voilà, c'est un questionnement que je porte en débat, que j'essaie vraiment de porter en débat chaque fois que je peux, qui est extrêmement dérangeant pour les soignants, pour la population qui demande plus de médecins, plus de médicaments, plus d'examens, pour les politiques, dont les choix dans ce sens-là sont toujours plébiscités par la voix populaire. Les gens sont contents quand on investit plus dans la santé. Mais je pense que la santé gagnerait plus si on travaillait par exemple sur la mobilité des populations, sur les allocations sociales, sur les revenus de remplacement. Et donc quand j'entends que l'Europe veut parler de limiter le chômage, de limiter les allocations, de diminuer tous les acquis sociaux, c'est évident et personne ne peut nier ça. D'ailleurs, personne ne le nie, ce qui est encore plus grave, que ça aura des impacts majeurs en matière de santé publique et qu'on va encore largement augmenter les inégalités de santé, inégalités sociales de santé. Je voudrais peut-être ici jouer l'avocat du diable. Autant je te suis tout à fait dans ton argumentation, d'autant plus qu'elle est basée sur des observations et qu'il ne s'agit pas de réflexions purement théoriques. Hein. Elles sont basées sur l'expérience, bien entendu. Mais je me posais la question en t'entendant maintenant, autant je te suis tout à fait dans la durée depuis 20, 30 ou 40 ans, quand on calcule l'espérance de vie à partir de ce qui s'est passé depuis une quarantaine d'années, autant je m'interroge sur le futur maintenant. En projetant cette situation dans le futur, je me demande au fond s'il n'y a pas aussi une sorte d'uniformisation dans le mode de vie, dans les différentes classes ou groupes sociaux, classes de la population. Quand on voit par exemple, en termes de santé publique justement, la manière dont les gens s'alimentent, il y a quand même une influence majeure de la publicité, de toutes les images qui sont projetées à la télévision, dans des spots publicitaires. Quand on voit par exemple le fast-food chez les jeunes, est-ce qu'il y a vraiment une différence énorme entre le mode d'alimentation d'un jeune qui appartient à une classe sociale plutôt favorisée, je ne sais pas, qui fait par exemple des études universitaires, et d'autre part un jeune qui déjà doit aller au travail à 18 ans, s'il en trouve, s'il n'est pas chômeur. Est-ce qu'il n'y a pas cette prégnance, cette pression qui fait qu'on va manger rapidement un peu n'importe quoi, le style McDonald's ou le Quick,
par exemple, et ça se trouve un peu partout dans le monde, et qui fait qu'au fond, les risques, je dirais, de mauvaise santé vont se trouver d'une certaine manière uniformisés par le fait qu'on est dans une société de l'image et qu'il y a uniformisation des modes de vie. C'est une question que je me pose. Je ne suis pas sociologue, c'est une question que je me pose par rapport au futur. Autre chose encore, je joue de nouveau l'avocat du diable, il paraît effectivement logique, il y a des expériences, enfin, tu te bases sur des observations et des statistiques tout à fait sérieuses, comme quoi effectivement on vit moins longtemps quand on appartient à des classes sociales défavorisées. Mais quand on voit, mais là c'est pas sur base d'une expérience personnelle, quoique un petit peu, je vois que dans certains milieux de gens qui ont des responsabilités, qui travaillent dans le domaine commercial, il y a une telle pression sur l'individu parce que bon, tu avances ou tu crèves dans certaines entreprises où apparemment il y a quand même un stress tel que je sais pas, apparemment, il y a des infarctus peut-être plus fréquents qu'on pourrait l'imaginer et que l'espérance de vie soit raccourcie parce qu'on a été tellement mis sous pression pendant 20 ou 30 ans que le jour où on est à la retraite, eh bien, soit on devient une plante, si on y arrive. C'est une question que je me pose, évidemment. Moi, je suis un citoyen lambda, je sors comme ça des idées qui me viennent à l'esprit en t'entendant, mais j'avoue que je force un petit peu sans doute les choses en jouant l'avocat du diable. Mais je reconnais volontairement, donc c'est ce paradoxe, donc je te provoque ici un petit peu par rapport à ce que tu as dit et auquel j'adhère, parce que je sais que tu as un esprit scientifique et que c'est basé sur des expériences et tout, mais c'est pour le futur dont je parle, je ne parle pas du passé maintenant. Alors, si le futur est une projection du présent, alors là, effectivement, on est assez mal parti. Parce que, donc, quand on voit l'évolution de certains indices, comme par exemple l'indice de Gini, qui est un indice économique bien connu, qui mesure, au fond, le degré de disparité sociale dans une société, l'indice de Gini s'est amélioré après la guerre, mais depuis les années 80-90, chaque année se dégrade un petit peu plus, et ce qui est paradoxal, c'est qu'il se dégrade encore plus après impôt qu'avant impôt. Donc l'inégalité dans les différentes classes de la société, ces inégalités sont encore plus grandes après impôt qu'avant impôt, comme si l'impôt qui devait être redistributif avec comme effet réel doit encore aggraver paradoxalement les inégalités. Donc, si le futur est une projection du présent, on est mal parti. Mais effectivement, ce mythe je dis volontairement ce mythe de l'infarctus qui touche les gens favorisés, actifs, stressés, c'est vraiment un mythe parce que la mortalité cardiovasculaire, donc par infarctus et par accidents vasculaires cérébraux, est beaucoup plus élevée dans les classes défavorisées, dans les classes favorisées. Alors, dans les prédicteurs, il y a effectivement, je veux dire, l'état de pauvreté, la place dans l'échelle sociale, mais c'est vrai qu'il y a probablement, et ce sont les Canadiens qui étudie beaucoup ce facteur. Il y a probablement un facteur qu'on a insuffisamment pris en compte et qui est la place dans la hiérarchie sociale. Donc, effectivement, ce sont les quarts intermédiaires qui sont le plus soumis au stress. Et ça a été vérifié. Le patron, il décide tout seul en mania. L'ouvrier en bas de la chaîne, il est chargé d'exécuter ce qu'on lui demande de faire. Le quart intermédiaire est vraiment la courroie de transmission. Finalement, n'est pas très aimé des ouvriers, est chargé de faire passer certains ordres un peu désagréables du patron. Et là, on voit par exemple que la tension artérielle du patron est élevée à son travail, mais dès qu'il rentre à son domicile, elle retombe. La tension artérielle du quart intermédiaire reste élevée. Alors là, c'est vrai que c'est un facteur. Alors, ça ne va encore plus dans le sens que la hiérarchie et que l'inégalité sociale est génératrice de problèmes de santé. Donc c'est encore un argument de plus pour dire que, en tant que telle, une société inégalitaire est une mauvaise société parce qu'elle rend malade. Bon. Alors, l'évolution par rapport au message, là aussi, il y a une loi qu'un chercheur anglais qui s'appelle Tudor Hart, qui a été un de ceux qui a mis en place le système national de santé anglais, le NHS, donc dans les années 50-60, il a appelé ça l'Inverse Care Law, donc la loi des soins inversés, et qui est une loi qui explique
et qui démontre que les populations qui ont le plus besoin de soins sont celles qui en bénéficient le moins. Aussi bien pour ce qui est curatif, donc vraiment les soigner, que pour ce qui est préventif. Et vous remarquerez que les accidents de voiture, par exemple, sont plus fréquents dans les populations défavorisées. Parce qu'il y a une espèce d'image de soi qui a besoin d'être renforcée, et que cette image de soi renforcée passe par une voiture plus rapide, par une conduite plus dangereuse, et le taux d'accident de la route, qui est une des causes de mort très importantes chez les jeunes, est beaucoup plus élevé dans les classes défavorisées. Idem pour le tabagisme. Le tabagisme a diminué pendant quelques années. Depuis peu, malheureusement, il remonte chez les jeunes, essentiellement dans les classes sociales défavorisées. On voit très bien en faisant des statistiques dans le général, dans le technique et dans le professionnel, les différences incroyables du taux d'obésité. Donc, dès l'adolescence, les filles du technique et du professionnel sont plus grosses que les filles du général. Le taux de tabagisme, le taux par exemple de caries et le taux de soins dentaires. Donc chaque fois l'inégalité s'aggrave. Donc les étudiants, les adolescents de classe sociale défavorisée ont une dentition en moins bon état et vont moins chez le dentiste. Or, il y a des messages tout le temps à la TV, lavez-vous les dents, on voit des publicités, des dentifrices. Ça touche des gens qui peuvent être réceptifs à ça. Et là aussi, il y a déjà l'empreinte familiale. Il y a des familles où on se brosse les dents, des familles où on ne se brosse pas les dents. Des familles où, dès le plus jeune âge, on mange des hamburgers, ou des familles où on mange plutôt des salades et des chicons crus. Il y a des familles où les parents fument et boivent, des familles où on le fait moins. Ça a déjà une influence déjà sur le petit enfant, le modèle culturel dans lequel il s'inscrit, et ça ne fait que s'aggraver pendant les études. On sait que l'école est un reproducteur, excuse-moi parce que je sais que tu es enseignant, mais Bourdieu disait bien, c'est un reproducteur de l'idéologie. Les héritiers. Voilà, c'est ça. Et donc ça continue, et plus tard, on sait que les campagnes et l'éducation à la santé touchent a priori. Et ça va par exemple jusqu'au taux de mammographie. Le dépistage du cancer du sein est totalement gratuit en Belgique, mais le taux d'adhérence est bien meilleur chez certaines femmes qui peuvent peut-être vivre avec l'idée qu'elles ont un petit cancer mais qu'on peut le guérir, alors que d'autres, surtout je ne vais pas faire ma radiographie, il sera bien temps de savoir. Le problème c'est que quand on sait 6 mois, 1 an, 2 ans plus tard, ben parfois il est trop tard. Et donc toutes ces causes s'additionnent et finalement pour renforcer. Donc je ne veux pas être un oiseau de mauvais augure, être nécessairement péjoratif, mais je pense qu'il faut ce qu'on pourrait appeler un changement qualitatif, radical dans la structure de nos sociétés pour aller vers plus d'égalité, vers moins d'inégalités, donc qui ne peuvent que se traduire au niveau de la santé. Je pense que c'est pour ça aussi qu'on nous appelle des médecins sociaux, parce que si on prend en compte, mais vraiment ce n'est pas une question même de choix politique, même si ça l'est aussi, mais la seule analyse scientifique montre que les facteurs socio-économiques sont les déterminants fondamentaux de l'état de santé des populations. On a essayé de modéliser ça, puis je vais m'arrêter parce que quand je suis parti sur ce sujet-là... Non, mais c'est passionnant. Si on voit que l'état de santé d'une population est déterminé, mettons, pour 100% par une série de facteurs, eh bien, le facteur soin, le facteur système de santé, n'y entre probablement que pour au maximum 15 à 20%. La structure sociale de la société, donc quand on compare par exemple le Brésil, le Japon, la Belgique, les États-Unis, Cuba, le Venezuela, enfin des pays comme ça, entre probablement pour 40 à 50%. Donc au moins 2 à 2,5 fois plus que les facteurs. Donc c'est clair qu'il faut un bon système de soins, qu'il faut des bons médecins pour soigner les malades, mais pour améliorer l'état de santé de la population, il faut des mesures politiques, des mesures de santé publique. Oui. Peut-être encore une petite question. En ce qui concerne en matière épidémiologique, y a-t-il une recrudescence ou une réapparition de maladies qui avaient pratiquement disparu, je dis bien dans la société occidentale, je ne fais pas référence ici au monde tropical, malaria, fièvre jaune, etc. Mais dans nos sociétés, que ce soit en Europe occidentale ou aux États-Unis par exemple, des maladies qui avaient été pratiquement éradiquées et qui sont réapparues pour des raisons, je dirais, vraiment économiques et sociales, parce que justement les écarts se sont réaccentués entre les groupes sociaux.
Alors, on peut en citer quelques exemples, effectivement. Je pense à la tuberculose, mais c'est peut-être plus lié à l'apparition d'autres maladies comme le sida, qui rend les gens sensibles sur le plan immunitaire, qui fait qu'ils vont développer des maladies comme la toxoplasmose ou la tuberculose. Sinon, il y a effectivement des transitions épidémiologiques, on appelle ça la transition épidémiologique, qui fait que comme les gens vivent plus longtemps, le mode de présentation des maladies est modifié. Dit que vraiment des maladies réapparaissent qui avaient disparu, je pense qu'on peut pas le dire. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, on assiste à une nouvelle transition épidémiologique. On va aller vers des maladies des populations âgées, avec des Alzheimer, vraiment des gros taux de handicap et des populations très très mal en point sur le plan mental, dont il faudra s'occuper. Ce sera très difficile dans les familles parce que ces patients sont parfois un petit peu difficiles à gérer. Mais probablement que ce qui va se passer, non, ça c'est de la médecine du futur, un peu de la médecine prédictive, ce sont des grandes épidémies virales résistantes. On a eu le sida, effectivement, on n'a toujours pas, on a des traitements qui stabilisent, mais on n'a toujours pas de traitement curatif du sida. Il y a eu cette histoire de la grippe H1N1, et je pense qu'une des raisons de cette panique mondiale qu'on a vécue, c'est qu'on s'est dit maintenant, ça y est, le virus est devenu ou va devenir résistant. Il était très contagieux mais pas très grave. Mais à supposer il y a d'autres maladies qui sont très graves mais peu contagieuses. Je parle du sida. Le sida est finalement assez peu contagieux, heureusement, sinon ce serait une pandémie, ce serait une catastrophe. On a eu peur que ce virus grippal soit très contagieux et très méchant. Ça aurait été effectivement une catastrophe parce que comme c'est un virus, on a certains produits mais pas tellement actifs. Et donc c'est dû à quoi alors justement à une modification. Des pandémies je vous dis, on avait la peste et le choléra au Moyen-Âge. On aura probablement, maintenant qu'on a les antibiotiques, et qu'on peut mieux hydrater les enfants, qui ont la diarrhée, il y aura probablement, je veux dire, l'écologie n'est pas non plus un mot comme ça qui ne recouvre que de la politique, je veux dire, le sanitaire. Et c'est clair que l'écologie se modifie, que l'homme est agressé par de nouveaux agresseurs, que les nouveaux agresseurs se sélectionnent et se spécialisent en fonction des résistances de l'homme et des moyens qu'il met en œuvre. Je pense aux antibiotiques. On arrive à des situations, dans les hôpitaux, où il n'y a qu'une seule solution, c'est fermer des salles parce que fermer des salles que les microbes sont devenus tellement résistants qu'il faut retirer les patients et tout stériliser parce qu'on n'y arrive plus. Donc, effectivement, on est... Voilà. Je te remercie infiniment d'être venu aujourd'hui. Les auditeurs auront pu apprécier combien les explications fournies par Michel Rolland étaient complètes, exhaustives, faisaient vraiment le tour du sujet. Et je dirais, hélas, ça dépend si on se place du point de vue de la bouteille à moitié vide ou à moitié pleine. Heureusement qu'il y a des maisons médicales qui font un travail tout à fait énorme. Mais le sujet rentrait bien dans le cadre de l'émission Les Maudits, parce qu'il y a des maudits. On n'a pas peut-être parlé vraiment de l'aspect mentalité, je dirais, de ce que les maudits peuvent vivre, parce qu'il y a aussi des médisants. Et voilà, je crois que tout ça doit être pris en compte, a fortiori dans le cadre d'un projet global tel que celui qui a été évoqué par Michel Rolland ce soir.